Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission Kaboom consacrée à Olivier Grenson, l'auteur entre autres de... Salut Thibaut. Qu'est-ce que tu fais là, Olivier? Je suis venu te donner un petit coup de main. Tu sais, j'ai fait la télé, il y a déjà un petit temps, mais c'est comme le vélo, ça revient. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Le générique. Générique. Non, c'est pas bien, ça va pas? On va faire avec ça pour le moment. Ça va revenir, t'inquiète. En général, quand je me réveille le matin, j'ai qu'une envie, c'est de venir dessiner. Je commence à 9 h et je m'arrête vers 7h30, 8 h. Parfois, je reprends encore vers 10-11 h. J'ai du mal à aller dormir sans revenir encore sur mes planches et retravailler. Si je pouvais, je dessinerais tout le temps, quoi. La BD, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu dès que j'ai compris que c'était un métier, en fait. Et le premier déclic, c'était le bouquin, comme beaucoup d'auteurs de bande dessinée, un petit bouquin marabout avec une interview de Franquin et de JG, comment devenir créateur de bande dessinée. Et dans ce bouquin, je me suis rendu compte que c'était pas des machines d'abord qui faisaient les planches, et que c'était vraiment un métier. Les débuts étaient assez difficiles, même si j'ai publié très tôt dans le journal Tintin. J'avais une vingtaine d'années quand j'ai eu mes premières pages dans le journal Tintin. Et donc ça, c'est vrai que c'est ma première histoire. Donc un petit personnage que j'avais créé au cours de français, en réto. Et le cours suivant, c'était le cours de chimie. Et donc le nom des personnages, c'est devenu aldose et glucose. J'étais au cours d'Édipap à ce moment-là, à l'Académie de Saint-Gilles. Et Édipap m'a dit « Va voir un peu du côté de chez Tintin, ils cherchent des histoires courtes. » Et moi, j'y croyais pas. Et donc, j'ai envoyé cette première histoire. Alors, l'anecdote, c'est que mon histoire, il y avait un scénario approximatif. Elle faisait 6 pages, mais ça devait être une histoire de 20, 30, peut-être plus. Et quand je l'ai présentée au rédacteur en chef à l'époque, il m'a dit « Est-ce que tu peux la clôturer en 7 pages ?» Et donc, c'était le premier défi, c'était de finir l'histoire en une seule page, quoi. Ce style-là, on ne va plus le retrouver par après. Parce que chez Tintin, je vais enchaîner avec des histoires réalistes, un peu influencées de Tardy et de Möbius, comme ça, un mélange des deux assez particulier. Publier des histoires courtes, c'est bien, mais l'objectif, c'est un album. Et donc, voilà, le premier album, c'était le Golem, le point de départ de mon travail d'auteur de bande dessinée, le Golem et Karl Cross. Quand j'ai démarré, j'avais beaucoup de complexes en fait dans mon dessin, beaucoup de remises en question. Je dois dire que j'en ai encore maintenant, heureusement, beaucoup de doutes. Et donc c'est vrai que dans Karl Cross, c'est le moment où je ne savais pas vraiment dans quelle direction je pouvais aller. Il y avait pas mal d'influences qui se réunissaient. C'était l'Angleterre avec toute cette influence de la littérature anglo-saxonne, de Sherlock Holmes à Harry Dixon. Il y avait un peu de Lovecraft. Donc il y avait pas mal de choses que je devais maîtriser tout à coup. Et c'était en tout cas l'envie de ne pas rentrer dans un carcan. Et donc je tâtonnais, puis il y avait des moments où j'avais envie d'aller plus vers l'expressionnisme allemand. Il y avait le film noir américain très présent dans l'utilisation des lumières. Mais tout ça a formé vraiment un apprentissage. J'ai vraiment appris comme ça en faisant ces albums, ce qui était assez jouissif. Nikolaus Kodas, ça a pris 15 ans de ma vie finalement, 15 albums, chaque fois une année par album. J'avais très envie de travailler avec Jean Dufaux, mais je pensais qu'on allait faire 4-5 albums ensemble et puis voilà que j'allais repartir sur autre chose. Début des années 90, impensable de se dire je fais un personnage et je vais le prolonger toute ma vie, comme Maurice a fait Lucky Luke toute sa vie. Donc il y avait cette idée-là qui jouxtait aussi cette envie d'avoir vraiment un personnage sur lequel je pouvais me réinventer à chaque album. Pourquoi dès qu'on a fini un album, on a envie d'en faire un autre? Moi, en l'occurrence, c'est parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai pas réussi et je me dis l'album suivant, ce sera l'album où je vais réussir ce que j'ai pas réussi juste avant. Et puis finalement, il y a le succès qu'on n'avait pas anticipé, qui fait que l'éditeur a envie qu'on continue. Et quand on arrive au 9e album, je dis à Jean, ce serait bien de clôturer. Et puis le 10e se termine, c'est pas vraiment une fin, donc il faut
faut encore continuer. Et là, on refait un cycle de 5 albums, et qui pour moi est vraiment un cycle important. C'est une série où j'ai passé 10 ans de ma vie, et donc je veux vraiment travailler à fond et avoir vraiment une fin de série qui est impeccable. Et en même temps, je me suis dit, ouais, je vais sûrement à un certain moment travailler autre chose que du coda et explorer aussi un autre graphisme. C'est aussi mes cours à l'air qui m'amènent à me remettre en question, à me dire, ben voilà, il y a d'autres possibilités de raconter des histoires avec un autre graphisme et qui peuvent m'emmener sur des horizons qui sont plus intéressants ou en tout cas qui sont différents. Et à ce moment-là, il y a un projet avec Denis Lapierre qui se met en place et c'est La Femme Accident, avec cette possibilité voilà, de travailler un personnage de façon plus ancrée dans le réel. Et j'amène cette idée du décor de Charleroi, puisque j'ai vécu dans mon enfance entre les sidérurgies et les terries. Et donc là, je sens que je peux m'investir un peu plus, parce qu'avec Coda, je reçois le scénario de Jean, je peux m'immiscer un peu dans les personnages, apporter un petit peu mon grain de sel pour orienter l'ancrage dans un décor, mais je dois suivre vraiment le cheminement de Jean Dufaux. Quand on fait de la bande dessinée, c'est parce qu'on a envie de raconter des histoires. Quand je fais Aldose et Glucose, justement, j'écris les histoires. Et j'ai pas grand chose à raconter, donc les éditeurs ils disent oui mais ce serait bien que je te présente tel scénariste, et donc voilà, on est embarqué pour vraiment être publié avec un binôme. Mais j'avais toujours cette idée, cette envie d'écrire une histoire. Ça m'a pris du temps, mais le fait de travailler sur La Femme Accident, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Et le déclic, c'était le voyage en Corée. Et de commencer à faire un carnet de croquis, de mettre en place des personnages et puis d'écrire cette histoire-là. Et donc je fais mon carnet au fur et à mesure pendant le séjour. Et puis à un certain moment, ben, je pense à une histoire. Voilà, et je commence à écrire. Voilà, ça c'est le démarrage de La Douceur de l'enfer. Avec le 13 Mystery, Jean Van Damme me propose de faire le dessin sur son scénario, ce qui était vraiment une surprise. Je suivais le début des 13 Mystery, je trouvais vraiment l'idée, le concept vraiment chouette. Et donc quand il me l'a proposé, j'ai même pas réfléchi, j'ai tout de suite dit oui. Et je me suis dit à ce moment-là que à la fois c'était un 13 qui terminait la série des 13 Mystery, et j'ai vraiment eu le sentiment que le 13 Mystery allait boucler toute une partie de mon travail, c'est-à-dire toute cette approche assez classique, finalement réaliste, même s'il y a eu une incursion de La Femme Accident et de La Douceur de l'enfer, qui étaient des prémices de ce qui allait se passer après. Et sans savoir à ce moment-là que le début de cette deuxième partie de ma création, ça allait être le travail avec Sylvie, avec ma femme. Il a d'abord lui, il m'a dit c'est bien, t'as un bon scénario en main, mais si tu le découpes pas, tu feras rien du tout avec, parce que tu vas te le faire manger par le dessinateur qui va décider comment ça va se passer ton histoire. Donc ça, j'avais vraiment pas envie. Donc je me suis dit, bah, ça, mon ami, c'est pas question. Donc je me suis mise dans mon petit coin, j'ai fait mon découpage. C'était un peu un défi que je lui lançais, comme ça, vas-y, découpe, tu vas voir ce que c'est de découper, c'est pas évident. Elle a commencé à découper, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Et quand j'ai repris son découpage et que j'ai commencé à faire quelques dessins pour lui montrer ce que ça allait donner, je me suis rendu compte qu'il était assez bien rythmé. Et à ce moment-là, je ne savais toujours pas que j'allais le dessiner. Et donc, j'ai commencé à faire quelques pages en vacances. Et là, voilà, ça a pris tout mon temps, puisque je me suis dit que je ne savais plus m'arrêter, quoi. Mais pour le dessin, j'avais aussi dit épure ton dessin. Parce que Olivier a tendance à toujours mettre un tapis, il y a toujours des fleurs, un papier peint, il y a toujours des lignes. Et je lui ai dit, s'il te plaît, tu m'épures tout ça, parce que je dis, moi, vraiment, j'ai envie que ce soit beaucoup plus soft. Je pense que je ne pourrais plus revenir, je ne sais pas, on verra. On en reparlera peut-être un jour, mais je ne pourrais plus revenir à du dessin comme je l'ai fait. Maintenant, il y a plus un travail de création, de trouver une adéquation entre le fond et la forme,
Et avec La Fée Assassine, je sentais quand Sylvie m'a présenté le scénario que j'allais pouvoir justement m'éclater au niveau du dessin et travailler sur plus l'essence même de ma création, c'est-à-dire le crayonné. Le moment où le dessin émerge avec toute sa spontanéité. Et Sylvie vraiment me poussait dans cette voie-là. C'était très agréable parce qu'en plus, comme on vit ensemble et que malheureusement on était en confinement, c'était très très pratique de pouvoir tout le temps faire des jeux de ping-pong entre ce que moi j'avais écrit. Il me disait bah, là, est-ce que tu veux pas revoir ton dialogue parce que peut-être que tu peux le faire plus fort ou... Moi, je regardais ces dessins, je disais, ben là, c'est pas tout à fait comme ça que je voyais les choses. Et ce qui est intéressant aussi d'alterner entre le travail avec un scénariste ou le travail en solo, c'est qu'on travaille la mise en scène de façon différente. J'accorde aussi beaucoup d'importance au rythme qu'on va mettre dans une bande dessinée et la façon dont les planches se lisent en vis-à-vis. Le lecteur, il a un regard qui va évoluer sur la page qui est particulier, mais le dessinateur, il peut influencer ce regard par la disposition des bulles, par le cadrage, voilà. Il y a tout un montage comme ça qui est vraiment très très important et qui est le jeu du dessinateur. C'est pour ça que je dis souvent, le dessinateur n'exécute pas un scénario. Le dessinateur, il apporte vraiment un travail de mise en scène. Ça m'a obligé à poser un regard sur la bande dessinée plus ouvert. Je crois que si j'avais pas continué mon apprentissage à l'ERC, d'abord en tant qu'étudiant puis en tant que professeur, peut-être que je me serais retrouvé dans un cul-de-sac. L'ERG aussi m'a amené à mettre en place un exercice avec les étudiants qui était de faire un dessin tous les jours. Et un jour, je me suis dit, bah, je vais le faire aussi pour voir si je tiens la route. Et j'ai commencé le nageur solitaire. J'ai pris mon agenda pour avoir ce rythme des jours bien inscrit dans mon dessin. Ce que je ne savais pas, c'est que 2020 allait être l'année du confinement. Et cette idée que du jour au lendemain, l'agenda ne sert plus à rien. On est en confinement et moi, je suis dans mon agenda tous les jours. Il n'y a plus de rendez-vous, plus de fêtes qui s'inscrivent et le nageur solitaire prend beaucoup plus d'importance. Et à un certain moment, il y a l'idée d'un cheminement qui s'installe, d'un voyage onirique, d'un voyage initiatique. Et ça devient un travail important pour moi parce que je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de moi dans ce personnage qui se décline tous les jours. C'est en travaillant sur La Fée Assassine que j'ai trouvé plus cette technique de pousser plus le crayonné et de garder, de ne pas avoir d'ancrage. Dans le travail, moi ce que je fais c'est toujours un storyboard qui est super précis. C'est là que je peux m'amuser aussi à travailler vraiment comme un cinéaste qui travaille le montage, où je vais changer une case avec des collages qui se fait au fur et à mesure. Et voilà, il y a déjà deux projets de couverture, mais je sais que ce ne seront pas celles-là. C'est vraiment pour me rapprocher le plus possible de l'ambiance. Et surtout, une fois que ceci est fait, quand je travaille sur les planches, je sais exactement comment cette page va venir s'intégrer dans l'histoire. Dans les récits que je mets en place, autant dans La Douceur de l'Enfer que dans le prochain, dans le Partage des mondes, c'est l'idée de la transmission. Comment on peut être amené à transmettre quelque chose, à laisser une vision du monde, un regard sur ce qu'on est, sur la vie. Mais comment aussi, en transmettant, on reçoit quelque chose qui alimente, comme un cycle, comme quelque chose qui... Oui, un échange et un partage. Ouais, d'où le titre de mon prochain album, Le Partage des mondes. Je peux faire la sortie? Non, non, tu te calmes et tu me laisses faire maintenant. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Je pourrais te remplacer de temps en temps, faire une petite rubrique, t'aider quoi. T'en as déjà vraiment bien assez fait aujourd'hui. Ah, sorry. Ah, c'est Sylvie. Oui, Sylvie. Oui, j'arrive. Oui, bien sûr. Son scénario m'attend. Sorry. Et n'oubliez pas, Kaboom, c'est de la bombe. Si même Grenson le dit, moi.